Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, nous voilà. OK. Alors, j'aime beaucoup être ici à Montréal et je ne parle pas français, mais je suis très heureux d'être avec vous ce matin parce que au Québec, je ne suis pas le premier vice-président. Je suis le premier vice-président, pas le vice-président exécutif. Ça me semble tellement plus grand. Quand j'ai fait la traduction, j'ai dit, waouh, je veux venir au Québec plus souvent. Premier vice-président. Je retourne avec ça à mon boss aux États-Unis. Ça semble beaucoup mieux comme titre. Mais comme Luc a dit, je suis tellement excité de voyager aux États-Unis et au Canada. J'ai beaucoup de passion au niveau automobile. Je parle de 20 ans d'expérience dans cette industrie. J'ai commencé dans la fabrication. J'ai travaillé pour Chrysler au début. J'ai fait partie de l'équipe qui a aidé à lancer le PT Cruiser. C'est de ma faute. Je m'excuse pour le PT Cruiser. C'était une bonne idée à l'époque, écoutez, mais maintenant on peut le trouver sur des concessionnaires un peu moins réputables. Mais j'ai travaillé du côté vente au détail aussi, comme directeur de commerce électronique. J'ai travaillé comme directeur de vente Internet, directeur des finances, directeur des ventes et j'ai été responsable d'un grand concessionnaire comme gérant pour plusieurs années. Alors, je comprends les défis au niveau vente et dans les 8 dernières années, je suis du côté concessionnaire. Alors, j'ai vu ça de différents angles. J'ai été dans les réunions chez les manufacturiers. Si les concessionnaires nous écoutent seulement, on vendrait plus d'autos. Et j'étais dans le meeting des concessionnaires. Si les fabricants nous écoutaient plus, on vendrait plus d'autos. Alors, quand on m'a invité de venir parler et faire partie de ça aujourd'hui, une des choses sur lesquelles je veux vous mettre au défi, et je fais beaucoup de conférences et souvent, je vois des gens exceptionnels qui nous parlent et je retiens des choses. Ce gars est intelligent, il y avait beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire avec tout ce qu'il m'a donné comme information. Alors, j'espère vous donner des faits tangibles que vous pouvez actionner, que vous pouvez agir immédiatement, mettre en pratique chez vous. Parce que je pense qu'il y a de la pression sur nous tous avec le changement et l'innovation et vraiment comprendre les différences dans le comportement client et comment on va s'adapter. Alors, mon objectif aujourd'hui, à plus haut niveau, c'est de nous mettre au défi pour redéfinir le succès dans l'industrie automobile. Et comment je veux faire, c'est de vous mettre au défi, d'enlever votre chapeau automobile. On parle d'automobile ici et pourquoi on est unique comme industrie et pourquoi il faut faire certaines choses de certaines façons dans notre industrie et on arrête de penser comme un consommateur. Alors aujourd'hui, et je vous mets au défi, on est tous de grands consommateurs. Je sais que ma femme est une consommatrice professionnelle. Si l'économie commence à baisser, c'est pas de sa faute à elle. OK? Mais on est tous des consommateurs, on est tous de grands consommateurs, on comprend le comportement consommateur. Je vais vous mettre au défi là-dessus. Commencez à penser comme un consommateur. Et ce ne serait pas une conférence si je ne parle pas d'Amazon. J'étais à une autre présentation sur Amazon. C'est pas ma blague à moi, mais le gars a dit dans une conférence automobile, on devrait avoir un jeu. À chaque fois que quelqu'un dit Amazon, on devrait tous boire une consommation et tout le monde va être sous en dedans de 30 minutes. Alors, Amazon. Allez, buvons. Mais je pense que il faut tous comprendre que Amazon met au défi notre industrie. Il y a maintenant beaucoup d'informations et de publications qui ont rapporté qu'ils ont loué 20 gros espaces de détaillants adjacents à nos espaces de vente aux enchères. Ils achètent de l'espace à côté des places où on fait des ventes aux enchères. Ils veulent embarquer dans l'automobile dans les 12 à 18 mois qui s'en viennent. Ils vont commencer du côté usager. Le nouvel auto est plus difficile à cause des franchises et des restrictions réglementaires, mais dans l'usager, ils vont embarquer. Ne vous trompez pas. Pourquoi est-ce qu'ils
vont faire ça. Je suis ici depuis 20 ans et l'automobile, c'est difficile, très complexe, pas facile. Et c'est pas des blagues, ça demande une bonne compréhension unique de l'industrie et vraiment connaître l'industrie pour avoir du succès. Alors pourquoi ils veulent embarquer là-dedans? Mais pensez-y un instant. Leur objectif à eux, c'est d'essayer d'embarquer et perturber dans toute industrie qui force le consommateur à acheter ou acquérir un bien de manière qui est contre leur gré. Alors, comment est-ce que Amazon a commencé? Rappelez-vous? Vous rappelez-vous comment ils ont commencé? Avec des livres en ligne. Je ne savais pas que j'aimais pas aller dans une librairie avant, mais ils m'ont montré que je suis pas obligé d'aller à la librairie et je peux tout acheter sur Amazon. Et je suis pas obligé d'aller dans la librairie. Et je ne savais pas que j'aimais pas aller au centre d'achat. Je savais pas. Mais là, je suis pas obligé d'y aller. Et là, on publie une étude qui montre que dans les trois prochaines années, 275 centres d'achat vont fermer aux États-Unis. Pas des magasins, des centres commerciaux. 275 centres commerciaux. Ça, c'est une grosse perturbation. Je ne savais pas que j'aimais pas aller au centre commercial. Je ne savais pas que j'aimais pas aller à la librairie. Je sais que j'aime pas aller dans un concessionnaire automobile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et j'adore cette industrie. Alors, voici le défi. Comment est-ce qu'on commence à comprendre comment le consommateur peut avoir une meilleure interaction avec notre industrie pour qu'on puisse être au-devant des choses et prévenir la rentrée d'Amazon et qui va affecter notre profitabilité. Alors, un des défis sur lesquels il faut réfléchir, c'est comment on définit le succès aujourd'hui. Un de mes bons amis, Tim Rees, qui est à la tête de Mobile Solutions of the Americas pour Google, sa meilleure citation, c'est le plus gros point sur l'Internet, c'est qu'on peut mesurer, quantifier tout. La pire chose sur l'Internet, c'est qu'on peut mesurer et quantifier absolument tout. Alors, ça, c'est là où on est maintenant. Et si il m'en manque un acronyme ou une unité de mesure Internet, vous pouvez le mettre sur l'écran. Parce que, littéralement, on a défini le succès par toutes ces métriques et termes ancillaires. Moi, j'étais concessionnaire. Et celui que j'aime pas, c'est click-through rate. Vous connaissez le taux de clic sur les annonces? C'est 0,2 %, c'est le taux de succès, le taux de conversion dans l'industrie. Les gens ne cliquent pas sur les annonces. 0,02 %, c'est le taux de succès dans l'industrie. Un cinquième d'1 %, c'est un succès dans l'industrie au niveau des annonces sur lesquelles on peut cliquer. Alors pourquoi est-ce qu'on regarde ça? Personne écoute la TV. Wow, cette annonce est vraiment cool et je clique dessus. Non. C'est un mécanisme de fréquence et de portée marketing. Et c'est ça, les annonces publicitaires sur Internet, les annonces à clic. Alors, définir le succès et sur concevoir des choses, on a manqué notre objectif. On a passé beaucoup de temps et d'énergie pour raffiner notre méthodologie et nos processus et on se perd dans tout ça. Quand j'étais gérant, je travaillais avec les gens chez Traders CA et autres et je posais deux questions. Facile. Combien d'autos est-ce que j'ai vendu et combien d'argent est-ce que j'ai fait pour les investissements initiaux? Alors ça serait un des points à retenir. Poser ce genre de questions parce que ce sont de meilleures questions à poser. Mais comment est-ce qu'on arrive là? Pourquoi est-ce qu'on est distrait? Retournons à Amazon. Ben, si on regarde Amazon, on va tous sur Amazon, on achète tous des choses sur Amazon. Mais Dave et Kevin ont parlé de ça. Alors, je veux prendre un instant et parler de la réalité du consommateur, pas l'automobile, ce qu'on fait à tous les jours. Non, le point de vue du consommateur. On va chez Amazon et on voit ici, à gauche, il y a des photos de ce qu'ils veulent vendre et beaucoup de photos. Pourquoi est-ce qu'on met beaucoup de photos, des belles photos, des photos détaillées? Parce qu'ils vont acheter 100
toucher, sans le voir physiquement. Il faut être sûr d'avoir beaucoup de photos, donc. Et là, on a beaucoup de... C'est quand la dernière fois qu'on a acheté quelque chose sur Amazon sans lire ce que les autres pensent? Alors, il y a des contextes de prix aussi. Le prix est ici et l'escompte, le prix suggéré, le prix de vente. Et on n'appellerait jamais ce détaillant. On va essayer d'envoyer quelque chose à ce détaillant en disant « Quel est votre meilleur prix sur cette bicyclette? » Oui? Non, on ne penserait pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un bon travail de marque. Qu'est-ce que ça veut dire prime pour vous? Premium, premier. Dans l'écosystème Amazon, qu'est-ce que ça veut dire? Meilleur, meilleure expérience. On ne paye pas pour le service postal. C'est un bel exemple d'image de marque. En mettant le mot Prime à côté d'un prix, ça veut dire quelque chose pour le consommateur. C'est très clair. C'est la proportion de valeur de ce que j'obtiens pour être membre exclusif de Prime dans cet écosystème. Et le dernier point, je m'excuse, le mécanisme par lequel je l'ajoute à mon chariot et j'achète quelque chose. Alors, ça, c'est comment nous, comme consommateurs, comment on magasine presque tout. Et mon défi pour vous, c'est que les pistes de vente, les clients potentiels n'égalent pas le succès. Et c'est comme ça qu'on définit le succès. On demande plus de clients potentiels, plus de leads. Mais qu'est-ce qui arrive jamais sur Amazon? On ne donne pas de leads, de clients potentiels. Jamais. Je l'ai mentionné ça il y a une minute. Est-ce que vous irez trouver le bouton client potentiel pour poser une question? Est-ce que vous irez voir où est le numéro de téléphone pour que j'appelle quelqu'un pour savoir est-ce que vous avez encore cette bicyclette en stock? Combien de kilomètres est-ce qu'il y a au compteur? Est-ce que ça vient avec Bluetooth? Ça ne vous traverserait pas l'esprit dans cet écosystème. Mais les fondations du marketing numérique, c'est de créer un écosystème au niveau automobile, un écosystème où on demande aux clients d'être clients potentiels, de nous donner un lead avant de leur donner de l'information. Ça n'a pas de sens. Je travaille avec un gros groupe qui était basé en Ohio et ça vous dit qu'il y a des gens qui pensent différemment dans l'industrie, qui sont au devant des choses. Le directeur gérant et le directeur marketing, à chaque samedi matin, ils font un audit au hasard de tous les courriels qu'ils ont reçus dans la dernière semaine. Et ils analysent et ils regardent les clients potentiels et les leads pour voir ce qu'ils n'ont pas bien fait en ligne, qui a demandé aux clients de devoir avoir un point de contact, de devoir les contacter. Qu'est-ce que j'ai pas fait en ligne pour bien marchandiser ce véhicule qui a demandé à ce moment-là au client de nous envoyer un courriel ou un message? Ça, c'est une pensée agressive, une pensée d'aller au-devant des choses. Je veux avoir une information la plus transparente et la plus riche possible pour mes clients, plus d'informations pour que je les intéresse, que je les attire à mon concessionnaire pour acheter. Alors, j'étais à une autre conférence et je parlais à une des personnes là-bas et cette dame est venue me voir et a dit, mon mari et moi, on cherchait un BMW et on était sur votre plateforme cars.com et on a trouvé une nouvelle auto et on a envoyé un message à 5 concessionnaires et dans ce message, on est très intéressé à acheter, on veut venir en fin de semaine, pouvez-vous me donner votre meilleur prix? Et j'ai envoyé une version de ce courriel à 5 concessionnaires. Qu'est-ce qu'elle a reçu comme réponse? Rien. Zéro. Personne n'a répondu. Pensez-y, c'est ridicule. C'est un consommateur qui nous envoie une ligne à l'eau et disent, je veux venir dépenser de l'argent chez vous, je veux acheter. Et ça a tombé dans le vide. Ça reflète les problèmes de l'industrie où il y a une déconnexion entre un espace chez Amazon où on ne penserait même pas faire ça à notre industrie. On leur demande d'envoyer des messages et quand ils les envoient, on ne répond pas.
Alors, combien de personnes ici ont un centre de développement des affaires ou un directeur de développement des affaires? Quand je travaillais pour Asbury, je faisais partie de l'équipe qui a créé ce développement d'affaires, ces plans de développement des affaires des années 90-2000. Alors, j'ai parlé à plusieurs personnes qui travaillent dans ces départements de développement d'affaires et il n'y en a aucun qui dit, hey, on aimerait avoir plus de clients potentiels, plus de pistes, parce qu'ils sont imputables de leur performance au niveau des rendez-vous, les gens qui viennent les voir au concessionnaire. Alors, ils veulent moins de leads, moins de clients potentiels, mais de meilleure qualité parce qu'ils seront plus efficaces. Alors, encore une fois, je veux entrelacer, connecter les pièces disparates de notre industrie. Plusieurs personnes ont des infrastructures pour appuyer l'engagement client, mais on a tellement de contenu inutile, ils ne peuvent pas être efficaces. Alors, commencez à essayer de relâcher un peu la défensive et avoir un meilleur travail de marchandisage, de bien placer l'information, l'opinion des clients et les leads et les appels que vous allez avoir. Ce sera de meilleure qualité. Vous allez avoir de meilleurs rendez-vous, de meilleure qualité de clients et le taux de vente va augmenter. Vous serez plus efficace. Et vous pouvez répondre à la question combien d'autos est-ce que j'ai vendu, combien d'argent est-ce que j'ai fait. Alors, encore une fois, on ne se rappelle jamais de statistiques, on en voit tellement, mais vous allez avoir les présentations de toute façon, mais il y a un impact financier parce qu'on est mal aligné avec les mesures de succès. Alors voici des statistiques pour vous. En 2017, la valeur des dépenses publicitaires numériques automobiles avoisinait les 10,7 milliards aux États-Unis seulement. 4,8 milliards de ça sera consacré à la publicité par clic, 5,2 milliards à la publicité par affichage. Et à un moment donné, il y a seulement 2 des consommateurs qui est dans le marché pour acheter un auto. Seulement 2 On dépense 10 milliards de dollars et plus pour attirer l'attention de 2 des gens. Il faut qu'on fasse mieux que ça, mieux raffiner notre efficacité et nos publicités et redéfinir les mesures de succès. Parce que maintenant, les estimés que l'on regarde, c'est qu'il y a approximativement 30 à 40 de gaspillage dans ce qu'on dépense au niveau des messages pour les consommateurs qui ne sont pas dans le marché ou ne sont pas en train d'acheter. Alors, comment est-ce qu'on commence à pallier à ces problèmes-là? Premièrement, il faut comprendre, comme j'ai dit, c'est pas de capturer des clients potentiels. Je pense que cette statistique est basse, mais la plupart des clients préfèrent l'anonymat. Une des bonnes choses de venir ici à Montréal, c'est que ma fille de 17 ans qui finit le secondaire, ça a pris 3 ans, elle a pris 3 ans de français. J'ai eu l'occasion de l'amener avec moi, ma belle jeune fille là-bas, Sam, mais je la taquine un peu, même quand elle n'est pas en conférence, parce que quand elle se prépare à sortir du collège et acheter une auto, elle va magasiner sur le seul ordinateur d'importance, et c'est ça, c'est l'appareil mobile. Elle va regarder multiples sites, d'avoir plein d'informations au bout de ses doigts et ne soumettra jamais un lead, mais aller voir plutôt physiquement un concessionnaire, être plus éduqué que la personne qui va essayer de lui vendre l'auto. Alors, encore une fois, 61 des mesures que j'ai, chiffre, je ne sais pas si ça va augmenter. La plupart des consommateurs aiment magasiner anonymement parce que c'est ça qu'ils font. Ils vont chercher des infos et ils viennent au concessionnaire et ils sont informés dans leurs décisions. Et c'est un peu important. C'est important avec ce qu'on fait ici. C'est ce que Kevin et David ont dit avant moi. Alors, beaucoup de décisions basées sur des données cumulées à l'interne erronées. Combien de personnes utilisent encore un CRM, des données internes CRM à notre concessionnaire? Presque tout le monde. Alors, ce ne sera pas différent pour vous. Quand j'ai commencé dans l'industrie au niveau détail, vente au détail dans les années 90, est-ce que vous vous rappelez pourquoi les CRM ont été créés? C'est quand Auto Bytel, Auto USA et certains de ces... on allait sur Internet et on essayait de mesurer le nombre de leads Internet qu'on avait. Alors, on a commencé à créer une catégorisation dans le CRM pour Internet. C'était un type.
Et il y a encore aujourd'hui 4 types de clients. Il y a en personne, Internet, téléphone et autres. Ce qui est difficile, c'est que 20 ans plus tard, c'est encore la fondation de ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est probablement sur votre rapport sur CRM aujourd'hui. Alors, une nouvelle pour vous. Il n'y a pas de clients en personne. Ça n'existe pas. Comment est-ce qu'ils vont venir chez vous? Est-ce qu'ils vont venir sur un planche à roulettes? S'ils viennent en planche à roulettes, est-ce qu'ils vont dire que c'est un client planche à roulettes? Non, c'est ridicule. Mais restez avec moi un instant. Disons qu'on faisait ça. Disons qu'on avait planche à roulettes comme type de client dans notre CRM. Et Darren vient et dit, Dave, j'ai un autre client planche à roulettes. Et Dave dit, OK, Darren, mettez-le dans le CRM dans planche à roulettes. J'ai fait un rapport. Wow, c'est populaire, les planches à roulettes. C'est le 150e client planche à roulettes qu'on a eu ce mois-ci. Savez-vous ce qu'on doit faire? On doit engager un professionnel parce que ces clients, ils sont vraiment uniques. Ils demandent un autre processus. Il faut vraiment faire attention à ces clients. Ils sont différents. Ça semble ridicule, n'est-ce pas? Et vous riez. Tant mieux. En français même, ça se traduit, je pense. Ouais, voici mon défi. Même si c'est ridicule, combien d'entre vous ont un gérant de vente Internet chez vous aujourd'hui? Si vous êtes un gérant de vente Internet, j'essaie pas de ridiculiser votre poste, je vous le promets. Mais voici quelque chose d'autre à considérer. Il n'y a pas de vente Internet. Ça n'existe pas. L'Internet, c'est un outil avec lequel le consommateur va chercher de l'information avant de venir à votre concessionnaire. Ce n'est pas un type de client. Et si vous avez des plans de compensation et des incitatifs pour payer le nombre de ventes Internet que vous avez, arrêtez. Arrêtez de faire ça. C'est une façon ancienne, désuète de l'industrie. C'est pas de votre faute. C'est l'infrastructure CRN qui n'a pas changé depuis longtemps. Mais il faut commencer à penser différemment sur comment on mesure et définit les choses parce que littéralement, tous les clients en personne, c'est aussi des clients Internet. OK? C'est important de comprendre ça. Quand on commence à essayer de comprendre pourquoi on n'est pas obligé de mesurer et définir le succès par les leads, parce que tous les clients en personne, c'est des leads aussi. Ils ont juste choisi de magasiner anonymement et ils sont venus vous voir par la suite. Alors, on s'amuse un peu avec ça. Je vous mets au défi. Commencez à prendre de meilleures décisions en utilisant les bonnes données. Voici comment on fait. Quand j'ai quitté le côté vente, j'ai formé ma compagnie Transparency aux États-Unis et j'ai vendu cette compagnie. On a été acheté et j'ai été travailler avec Cars comme vice-président, premier vice-président. J'aime ça. Alors, le travail qu'on a fait avec Transparency, c'est la capacité au niveau de l'attribution pour pouvoir clairement définir et aider à mieux comprendre ces clients de tiers parties, cars.com, trader.ca, on a la capacité de trouver ce consommateur qui était sur cette plateforme, qui voulait avoir des informations, qui cherchait une auto anonyme. On les amène chez le concessionnaire pour qu'ils achètent l'auto. Je peux vous parler de ça plus en détail, mais ce qu'on a trouvé, c'est des études de cas, le CRM en moyenne disait au concessionnaire qu'il avait 2 à 3 ventes cars.com qu'ils peuvent créditer par mois. C'était la moyenne qu'on a vue à travers ces 800 concessionnaires. Et je pense que cette unité de mesure symétrique est importante. C'est pas une étude de 10 concessionnaires, c'est pas une étude de 30 concessionnaires. C'est une étude avec différentes marques, différentes démographies à travers le pays, 800 concessionnaires nouveaux et usagers. Et la moyenne, c'était 63 ventes par mois. 43,
c'était la première fois qu'il allait dans ce concessionnaire. Alors, des vraies opportunités de conquête. Alors, ça commence à changer notre processus décisionnel parce que si on regarde notre budget et vous dites, je dépense beaucoup d'argent pour les publicités de tiers parties et je ne vois pas beaucoup de ventes dans mon CRM, il faut mieux comprendre qu'il y a beaucoup plus que l'on ne regarde pas parce qu'on n'utilise pas les bonnes unités de mesure, les bonnes métriques. Chez Cars, une des choses où on essaie de se spécialiser, c'est le dernier point avec lequel je vais vous laisser, c'est qu'on essaie d'avoir de meilleures connexions. On a un marché à deux faces, que ce soit Cars, Auto Trader, on est marché consommateur où on veut donner beaucoup d'informations pour que les consommateurs puissent prendre de bonnes décisions. Mais le consommateur n'allume pas les lumières chez nous. C'est vous qui payez notre salaire. Alors, on veut être sûr de faire un bon travail, de donner des outils et des solutions, des leçons apprises dans le pouvoir de cette connexion pour qu'on puisse mousser les ventes. Une des façons qu'on essaie de faire ça, c'est qu'on a repositionné les 4 P du marketing automobile. C'était produit, prix, endroit et promotion. Place et promotion, on a changé le dernier pour personne. Alors, auto, c'était plateforme où on mettait des produits en ligne et il fallait entrer dans les prix parce que le contexte des prix était important. Et là, on a commencé à innover sur la place, de mettre les évaluations du concessionnaire, parler plus du concessionnaire. Et aussi, le dernier point, ce qu'on met l'accent aujourd'hui, ce que je vous encourage à faire, c'est de mettre en valeur les gens qui font la différence dans votre concessionnaire. J'aime raconter ça de cette façon. Il y a une hiérarchie de la confiance. Et si je retourne au début, savez-vous pourquoi Amazon gagne et connecte avec le client? 2 choses très simples, la confiance et le temps. Tout ce qu'ils font est conçu autour de sauver du temps pour le client et vous faites confiance qu'ils vont livrer la marchandise. Vous cliquez sur le Add to Cart et 2 jours plus tard, une boîte avec du tape bleu arrive chez vous. Et s'il y a un problème, vous le retournez. Tout simplement, il ne vous pose pas de questions. C'est une confiance qu'on bâtit avec le client. Pourquoi est-ce que vous faites affaire avec d'autres verticaux? Pourquoi est-ce que vous faites affaire à répétition avec eux? Parce qu'ils gagnent notre confiance. Et c'est ce que le client croit aussi. On a fait un gros sondage. Où est-ce que vous placez la crédibilité? Qu'est-ce qui est plus crédible? Une référence personnelle ou une annonce ou une évaluation d'un client, un review? Alors, c'est clair lequel gagne. Alors, une des façons que j'aime raconter cette histoire de connexion, voici une autre statistique pour vous. On a interviewé des consommateurs à travers le pays. 97% d'entre eux préféreraient choisir le vendeur avec qui ils vont travailler avant de venir au concessionnaire. Alors, je raconte ça de la façon suivante. Récemment, à Chicago, je suis allé manger avec notre PDG, Alex, et un bon restaurant à Chicago. Et le serveur qu'on avait était exceptionnel. Son nom était Nathaniel. Et il connaissait plus sur le menu et comment il préparait la nourriture, d'où vient la nourriture, comment ils ont traité la viande, et comment elle était préparée. C'est exceptionnel. Et à la fin, on voulait engager ce gars. Venez travailler pour nous. Vous êtes incroyable. Donnez-nous votre numéro de téléphone, votre courriel. On veut vous engager. Mais quand je retourne à Chicago et j'ai d'autres amis qui viennent visiter, je vais retourner à ce restaurant et je vais aller manger là. Et ce ne sera pas à cause du steak. Ça va être à cause de Nathaniel et l'expérience qu'il nous a donnée. C'est lui qui a enrichi notre expérience. Et donc, vous tous, vous avez un Nathaniel à votre concessionnaire. Mon défi, c'est de leur donner les outils et ressources pour vraiment mettre en lumière les meilleurs éléments de votre concessionnaire. Parce que le consommateur veut pouvoir connecter avec le vendeur. S'ils ont choisi le taux, ils ont choisi le prix,
qu'ils veulent payer. Ils regardent les évaluations de votre concessionnaire, que c'est un bon concessionnaire, je veux aller acheter chez eux. Pourquoi est-ce qu'on ne leur donnerait pas la capacité de trouver la personne spéciale qui travaille chez vous, qui est une personne d'exception? Ça n'a pas de sens. C'est comme un format round robin où celui qui est le prochain vendeur obtient le prochain client. Non, mais ça n'a pas beaucoup de sens dans le contexte d'aujourd'hui. Et le dernier point sur lequel je veux vous mettre au défi, et il y a 2 diapos reliés à ça. On parle d'innovation et de changement dans l'industrie automobile beaucoup, et on n'est pas bon là-dedans. On n'est pas bon. Parce que, et encore une fois, j'admirerais et j'applaudirais ceux qui viennent à des conférences comme celle-là, parce que ça nous met au défi de penser différemment, de penser à l'extérieur de la boîte, d'aller chercher de nouvelles informations, de changer nos fonctionnalités, de changer comment on fait les choses. Ce qui est difficile, c'est vraiment le faire. Alors, je présente cette diapo. On est comme des tortues. On est très lent à adopter un changement, mais une fois qu'on se suit les uns les autres et on reste en troupeau pendant longtemps jusqu'à ce qu'une ou 2 personnes avancent ailleurs et on les suit. Alors, il y a 6 ans, le coût par clic était moins que 2 $. Savez-vous qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui par clic? Une recherche? Presque 6. Pourquoi? Parce qu'on dépense beaucoup pour les recherches payées, les mots-clés. Quelqu'un a dit il faut acheter plein de mots-clés, dépenser plein d'argent sur les publicités et par clic, et on dépense 10,7 milliards de dollars par année là-dessus. C'est beaucoup trop. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va mieux répondre aux questions? Comment est-ce que j'ai vendu d'auto? Combien de clients est-ce que j'ai servi? Combien d'argent est-ce que j'ai fait? Comment est-ce qu'on va changer le processus décisionnel? Je vais vous laisser avec un dernier point. J'aime souvent parler de pallier à un écart, indépendamment de ce qu'on fait en ligne, qu'on soit le leader par prix et volume, que vous soyez celui qui donne le meilleur service client, que vous soyez un vendeur à prix unique, ça m'importe peu. Ce qui est important, c'est de connecter l'expérience en personne et l'expérience en ligne, indépendamment de comment vous envoyez les messages à vos consommateurs. Ça, c'est ce qui est notre concessionnaire, mais il faut vraiment vous assurer de faire ça. Voici mon test. Savez-vous que vous faites tous une version de vente numérique et une analyse du comportement client numérique? On le fait déjà. Combien d'entre vous avez un appel d'un ami ou un membre de la famille qui veut acheter une auto et vous servez comme consultant, comme personne de référence? Ben oui, parce que vos amis et votre famille savent ce que vous faites dans la vie. Alors, vous avez un appel. Souvent, je suis le meilleur vendeur à mon concessionnaire. Je n'ai jamais eu de crédit pour toutes ces ventes, mais beaucoup de personnes m'appellent et viennent me voir et on les aide à acheter une auto. Mais voici ma question. Quand vous avez un appel d'un ami, membre de la famille ou quelqu'un qui est important pour vous, combien d'entre vous dites venez à mon concessionnaire et venez voir un vendeur? Ça va être le fun. Qu'est-ce que quelqu'un dit ça? Une personne? Vous êtes l'exception. Parce que la plupart des gens, on travaille dans cette industrie, on travaille à ces concessionnaires pour qu'on soit profitable et qu'on ait du succès. Et on connaît le processus. On sait que le processus n'est pas bon. Et les gens qui nous importent, ne demandez pas les vendeurs. Venez me voir directement. Je vais vous aider à aller au-devant de la ligne. C'est ce qu'on fait. Et on amène le client, on tourne l'ordinateur de bord. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on paye, nous. Voici notre prix, 2 % de marge. Et votre ami dit, oui, c'est bon. Je suis sûr que vous avez fait vos devoirs et vous savez qu'est-ce que vaut votre véhicule, beaucoup d'outils, et qu'est-ce que ça vaut, et ils vous le disent. Et là, si vous négociez pour quelques centaines de dollars ou pas, mais généralement, on est d'accord pour le prix d'échange, pour échanger notre véhicule. Est-ce que vous connaissez votre crédit, si vous connaissez leur crédit ou pas, parce que vous leur posez la question et on commence un questionnement là-dessus.
là-dessus, on peut aider à améliorer ce processus. Et rapidement, on dit, voici le taux, voici ce que votre taux vaut, voici votre finance, tout fonctionne bien. Oui, on va faire signer les papiers et vous allez pouvoir sortir d'ici en 30-40 minutes. Oui, c'est ce qu'on fait pour les amis et les gens qui nous sont référés. Voici une belle statistique. J'ai fait une analyse quand je travaillais chez Asbury pour le PVR, le gross, le net, les références versus les clients moyens. Devinez quoi? C'était la même chose. Alors, mon défi pour vous aujourd'hui, c'est que si on peut améliorer les choses et on peut aller plus vite et on peut quand même faire de l'argent sur les gens qui nous importent le plus, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour tout le monde? C'est comme ça qu'on va gagner. Vous savez déjà comment le faire aujourd'hui. Il faut trouver comment faire ça à plus large échelle. C'est comme ça qu'on va arrêter Amazon, arrêter la perturbation d'Amazon et autres. On sait comment faire mieux. On le fait déjà à tous les jours aujourd'hui. Il faut juste trouver une façon de le faire à plus large échelle pour connecter avec nos clients. Et si on fait ça, on va gagner. Et j'espère avoir allumé certaines choses chez vous pour définir le succès à travers différentes mesures et informer vos dépenses et votre performance. Alors, merci. J'apprécie votre présence. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Bonne chance.